Binge audio. Ah non, binge. Salut, j'espère que vous allez bien, c'est Vincent Manilève, on se retrouve pour un nouvel épisode de NoTube. Actualité oblige, et même si je suis un peu le pire des footix, on va parler du ballon rond, de la balle au pied, de soccer, bref, de football. Aujourd'hui, nous accueillons pour la première fois Lucie Bacon, Red Chef de Football Story chez Combini. Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Ça va, la Russie, t'as eu un petit voyage en Russie pour la Coupe du Monde, c'était court mais c'était bien apparemment. C'était court mais intense, il faisait très beau. J'ai eu un peu peur de ne pas avoir de but quand même, j'étais à France-Australie, mais finalement ça s'est bien terminé. Oui, c'est bien terminé, c'est un match pénible quand même, Oui. On va pas se mentir. À côté de moi comme d'habitude, David Honora, alors je suis un peu déçu, je m'attendais à te voir avec un maillot des Bleus, le maquillage, enfin la totale quoi. Oui, Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi t'es habillé normalement Mon là maillot d'Umtiti est à la machine à laver pour que je puisse le porter. Entre chaque match, tiens, bah oui. C'est ça. Alors évidemment, comme d'habitude, avant de parler football, on va faire un petit point sur une actualité, sur des actualités vraiment réjouissantes. Je viens tout juste de me mettre au Minitel, alors si vous me parlez d'ordinateur et d'internet... Alors on commence avec un youtubeur un peu particulier, enfin il n'est pas uniquement youtubeur, il est connu comme un essayiste un peu d'extrême droite, donc c'est un peu d'extrême droite. J'adore les euphémismes. Donc il a connu des semaines très compliquées. Est-ce qu'on va le plaindre ? Je ne sais pas. Il y a quelques jours, donc il y a un dinosaure un peu nerveux de la plateforme qui décidait de le défier dans un combat MMA. Voilà, et Soral a accepté il y a quelques heures à peine, au moment où on enregistre. C'est un peu la mode en ce moment chez certains youtubeurs obsédés par leurs muscles qui ont trouvé là un moyen de jouer un petit peu à qui a la plus grosse en fait. Et c'est un petit peu là, ce qui est en train de se passer pour Alain Soral, mais on a oublié un petit peu vite que la vraie actualité pour lui et pour la chaîne de son site Égalité et Réconciliation, c'est que YouTube a décidé il y a quelques jours de fermer la chaîne. C'était après un troisième avertissement pour non-respect du règlement de la communauté de YouTube. Sa page Facebook également avait été fermée auparavant, donc voilà, c'était un coup dur un petit peu pour la parole d'Alain Soral qui se repose essentiellement sur ce genre de plateforme. Sauf que, patatras, quelques jours plus tard, YouTube a réouvert le compte, estimant qu'il était en fait conforme à ses conditions d'utilisation. Alors je vais vous épargner un extrait des vidéos d'Alain Soral sur YouTube. Cette histoire, vous en pensez quoi ? C'est un peu étrange. J'ai l'impression que tout d'un coup, YouTube frappait fort, et puis en fait, c'était un coup d'épée dans l'eau, non, David ? Je pense que sur les cas de suspension de chaîne, il y a toujours des processus un peu plus ou moins automatiques et pas très concertés. Et après YouTube doit avoir un positionnement très, je dirais, juridique. Donc il faut avoir des éléments un peu indiscutables pour pouvoir fermer une chaîne. Sinon, il se retrouve dans des conflits juridiques un peu complexes et sur lesquels j'ai pas tous les éléments. Après, personne ne les a. Ça me fait un peu penser à ce qui s'est passé avec le forum jeuxvideo.com 1225 où en fait il y a l'aspect juridique, c'est-à-dire la liberté d'expression, où est-ce qu'elle s'arrête et où est-ce que il devient urgent de sévir. Et puis après, il y a le côté un peu plus politique. YouTube n'a pas encore été, à mon avis, suffisamment sous le feu des projecteurs comme a été le forum jeuxvideo.com, avec des gens qui disent voilà, YouTube, faut faire davantage gaffe à votre contenu, et sinon on vous met la pression, et sinon on fait des frais de Twitter à 10 000 retweets. Il n'y a pas encore ce clash-là, et du coup je pense que la question de rouvrir la chaîne, c'est juste qu'il ne devait pas y avoir assez d'éléments juridiques pour le faire. Alors qu'il y avait eu au même moment une condamnation d'Alain Soral, je crois, ça faisait déjà plusieurs condamnations, etc. Donc c'est vrai que le contexte semblait favorable, mais bon, ça a été réouvert. Toi, Lucie, comment t'as accueilli cette nouvelle ? Moi, je suivais pas énormément l'actualité du compte YouTube d'Égalité et Réconciliation, faut dire. Voilà, c'est ça. Et voilà, je pense que David a raison. C'est une question
toute bête et très, très opaque pour nous de jurisprudence. Sur YouTube, ça doit être compliqué parce qu'il y a une personne qui doit supprimer la vidéo. Après, quand il y a une réclamation, il doit y avoir des milliards de débats en interne et avec les personnes qui réclament la remise en ligne de la vidéo. Je sais que sur Facebook, ça va beaucoup plus vite en général pour supprimer et puis ça revient rarement. A contrario, par exemple, sur Twitter, il y a des gens qui peuvent être hyper insultants, leur compte ne saute jamais et il faut vraiment qu'il y ait une vendetta de plusieurs jours pour que des propos hyper douteux soient condamnés quand ils le sont. Mais en attendant, si ça nous permet petit à petit d'arriver dans une nouvelle ère d'Internet, globalement, qui condamne des propos condamnables, je veux dire, s'il y a incitation à la haine, insulte, etc. Voilà, c'est normal que petit à petit on arrive un peu là-dedans, parce que la liberté d'expression sur Internet, oui, elle a énormément de mérite, mais où est-ce qu'elle se termine, c'est l'infinie question. C'est un sujet de philo, je crois, au bac. Donc voilà, si petit à petit des gens qui sont condamnés dans la vie réelle comme les Soral le deviennent sur YouTube avec des fermetures de comptes pour des propos très douteux dans des vidéos, c'est tout à fait normal et je pense que ça va arriver de plus en plus souvent, comme la parole n'est pas si anonyme que ça sur Internet, on l'a vu avec le procès Nadia Dam qui a été reporté, mais qui avait, elle, été insultée sur jeuxvideo.com justement, mais ils ont retrouvé les deux mecs et les mecs vont être certainement condamnés, donc voilà. Oui, c'est vrai que cette affaire aussi là et ce procès qui va avoir lieu marque je pense une nouvelle étape. Je voulais simplement rappeler un petit peu les propos de Frédéric Potier, donc, qui est le délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, donc la DILCRA, qui s'exprimait après la première décision de YouTube concernant la Soral. Il disait c'est la fin de la punité et de la complaisance avec les messages de haine sur Internet. Il y a chez les acteurs du numérique un mouvement global de vraie prise de conscience de la nécessité de lutter contre cette haine et tout simplement de mettre en application leurs propres règles d'utilisation qui bannissent de tels messages. Alors, ça c'était avant que la chaîne soit réouverte, donc je mettrai un petit bémol, mais c'est vrai que YouTube, on continue un petit peu à s'interroger sur le sujet et savoir s'ils sont vraiment en mesure de pouvoir condamner ce genre de contenu. L'autre actualité que je voulais aborder concerne indirectement YouTube. On a appris qu'Instagram allait permettre à ses utilisateurs de faire des vidéos pouvant durer jusqu'à 1 heure, je crois une quinzaine de secondes jusqu'à 1 heure. Et donc selon le site TechCrunch, donc Instagram tente également de développer un espace où l'on aurait des clips musicaux, des émissions, des contenus inédits, un petit peu sur le modèle du Discover de Snapchat. Et on se dit tout de suite, ok, donc Instagram, donc après grignoter un petit peu les restes du cadavre de Snapchat et qui est en train de l'achever, pourrait tenter d'aller piétiner YouTube en fait, en proposant des contenus beaucoup plus longs, édités, montés, etc. Vous en pensez quoi de ces évolutions de la plateforme d'Instagram, parce que ça n'a rien à voir avec ce que c'était au début, Lucie. Ouais, j'ai l'impression qu'ils aiment bien copier ce que font un peu les autres, mais en attendant, à chaque fois, ça marche plutôt bien. Parce que c'est-à-dire que Snapchat, on s'était dit, ah là là, ils font comme Snapchat, ils lancent des stories en attendant. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'en tout cas, ma génération a un peu délaissé Snapchat pour Instagram. Et alors qu'au départ, j'étais hyper réfractaire, je me suis dit, non, jamais je ferai de stories sur Instagram, je ne fais que ça. C'est pareil. Voilà. Et maintenant, c'est vrai que là, cette nouvelle fonctionnalité, de ce qu'on lit à droite à gauche sur Internet, ça va ressembler au nouveau Discover de Snapchat pour moi, parce que ce sera énormément les gros éditeurs, je pense, qui seront mis en avant, ou des médias, et donc évidemment à YouTube et sur une plateforme où il y aura des vidéos beaucoup plus longues. La seule chose qui va changer, ce sera le format, parce que j'imagine que ce sera du vertical et non plus de l'horizontal comme sur YouTube. Donc voilà, je pense que comment ça va se passer pour les éditeurs ? Est-ce qu'il y a des médias qui iront sur les deux plateformes, qui vont changer leur format ? Je sais pas. En attendant, j'ai hâte de voir ce que ça donne, mais je pense que ça peut être une belle réussite, parce que c'est vrai qu'Instagram, ils se sont rarement plantés, et puis ils ont Facebook à côté pour à chaque fois...
diffusé. Et justement, Facebook, ils n'ont pas vraiment réussi à gratter un petit peu le terrain de YouTube, ne serait-ce même qu'en termes de monétisation. Toi, David, tu penses que là, Instagram, ils ont une carte à jouer vis-à-vis de Snapchat, ça me semble évident, mais vis-à-vis de YouTube, en termes de créativité, genre de choses? En fait, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a une forme de convergence technique et d'interface entre les différentes applications, en particulier dans l'usage mobile. Il y a une fonctionnalité qui vient d'être ajoutée à YouTube qui est la possibilité de s'envoyer en DM des vidéos. C'est aussi une manière de se rapprocher de choses que font Instagram. Et dans Instagram, comme dans Facebook, par rapport à la vidéo, il y a une vraie logique, du flux et de l'autoplay. Donc d'avoir vraiment un scroll, de tomber sur les vidéos ou même dans les stories, de vraiment zapper d'un contenu à l'autre. Et typiquement, ce genre d'éléments d'interface, ça ne m'étonnerait pas que ça finisse par arriver aussi dans l'interface YouTube, au moins mobile. Donc il y a vraiment une convergence entre les plateformes, et puis il y avait ça aussi entre Facebook et Twitter. Au bout d'un moment, on a l'impression que tout le monde va finir par faire la même appli parce que c'est l'appli idéale du réseau social. Donc je pense que clairement, de toute façon, Instagram a vocation à être sur le même terrain que YouTube, et donc va essayer de jouer sa carte. Et du coup, moi, je me disais, en réfléchissant à ça, on avait parlé l'autre fois de l'initiative des internets sur Mon corps sur YouTube. Donc, pour réfléchir sur la question de la démonétisation des vidéos, créatrices qui parlent de leur corps ou de questions LGBT ou de sexualité, ou de sexualité, voilà. Et en fait, je me dis que typiquement, dans ce genre de moment, ça peut être une opportunité en fait d'aller, par exemple, massivement sur Instagram, qui est en plus un réseau social où les femmes, je trouve, sont mieux représentées. Enfin, en tout cas, l'audience féminine est alors meilleure. Mais il y a toujours derrière avec Facebook l'idée qu'on ne peut pas montrer un sein. Exactement, il y a tous les problèmes du puritanisme à l'américaine qui voilà, mais c'est un terrain, quand il y a des mouvements comme ça peut être une piste en fait d'essayer d'aller un peu coloniser le truc pour bénéficier en fait du mouvement, et peut-être aussi de s'appuyer sur la concurrence en fait entre les boîtes pour être mis en valeur, ou en tout cas susciter de l'intérêt, quoi. Moi, j'espère, sur ce terrain-là, je trouve ça très intéressant. J'espère aussi qu'en termes de créativité, de création de contenu un peu différent, ça aidera aussi, parce que sur Snapchat, on a l'impression de pouvoir faire n'importe quoi, de jouer avec les fils, de jouer avec les pinceaux, ce genre de choses, et que Instagram, il y a encore cette image un peu lisse, mais je vois de plus en plus de gens, de vidéastes faire des contenus un peu différents, et j'espère que ça va pouvoir aider à développer ça et retrouver un petit peu l'aura qu'avait un peu Vine, qui me manque terriblement aujourd'hui. Donc, et à ce propos, je vous conseille vraiment de regarder les stories d'Adrien Méniel, qui pour moi fait, je pense, les meilleures stories Instagram. Il faut suivre l'Instagram de Vincent Manil aussi. En France, non. C'est incroyable. Non, il est privé. Maintenant que c'est dit, merci David, on va pouvoir jouer. Alors, sujet foot oblige, j'ai décidé de vous faire écouter des extraits d'un certain Mohamed Eni, donc sûrement le youtubeur foot dont on parle le plus en ce moment, mais dont on reparlera tout à l'heure. Donc le but ici, c'est de reconnaître de quelle personnalité du monde du foot il parle. Et en général, c'est surtout pour l'insulter, voilà, on va dire. Premier extrait. Voilà, vous allez le retrouver attaquant de l'équipe de France. Non mais sérieusement les amis, qu'est-ce qui t'a pris, fils de crâne chauve? Je comprends pas. Voilà, je comprends pas. Comme en 2006 avec l'équipe de France est parti sur un coup de tête. Voilà. Zidane. Ouais, exactement. Ouais. Oh là là. Ouais, non, le début. J'ai pas compris le début, ouais. Bah ouais, Très non. bizarre. Bah, en même temps, est-ce que ces vidéos sont. Enfin, on va en reparler. Oui, on va en reparler. Deuxième extrait. À part mettre des buts contre Strasbourg, il a rien fait du tout, ce bourrin, va. Un bourrin. Voilà, t'as pas honte. Le soir Mitroglou. du titre, le PSG qui met 7 Cavani. face à Monaco. Ah non, c'est pas Mitroglou. Qui met quoi? Un tweet en train de jouer au poker. À Neymar. Exactement. J'aime bien que vous vous trompiez au début et que progressivement ça dévoile un petit peu. Ah là là, il y a des indices qui arrivent. C'est pas mal arrivent. ce jeu. Je suis content de mes montages. Le bip, j'ai pu glisser des bips, c'était génial. Il faut en glisser des bips. Nouvel extrait. C'est grave mon frère, t'as pété les plombs ou quoi?
Oh, et les gens, ils sont Evra. là. Est-ce que va revenir en équipe de France? Déjà, nous, les Benzema. chômeurs, quand on rate un rendez-vous à Pôle emploi... Rabiot. Mais oui. On rate un rendez-vous pour l'emploi. L'histoire de sa Il a vie. quand même des bonnes punchlines. Il a des bonnes Il faut le considérer. Mais il faut fouiller dans... Enfin bref, je retiens un petit peu l'avis que j'ai sur cette personne. 4e extrait, toujours plus intense, toujours plus loin. Oh là, il est là, il surjoue. Il va dire quoi? J'arrête ma carrière et dans 2 semaines, il va reprendre. Mais si. Casse-toi, loin. C'est toi qui portes la poisse à la Juventus. Il t'a fait une claquette, il t'a Ah, plané à tout le Buffon. monde. Voilà, dans oui. le cul. Attends. Le penalty, elle dégage, carton rouge. C'est comme ça que On va c'est écouter. une légende. Oh là, espèce de pot de gel, va. Voilà, je voulais qu'on écoute la fin Ça, de c'est de la l'extrait. pure jalousie. Et c'est de la pure jalousie pour la crinière bouffonienne. Dernier extrait, et on va en finir un petit peu pour l'instant avec Mohamed Ali. Et un petit message, t'es chiant avec ta tête de croque-monsieur. Oh là, t'es là, grosse tête de cube, espèce d'aquarium. Écoute-moi, qu'est-ce que t'attends pour nous mettre Griezmann en pointe? C'est des chants. Dembélé C'est des à chants. droite et Mbappé à gauche. Les têtes de Et croque-monsieur, Zinedine depuis que j'ai Zidane entendu qui cet extrait, les j'attends gars l'occasion dans ma vie fantastiques. sociale de pouvoir le replacer. Voilà. Faut prendre des notes pour avoir des punchlines pareilles. Ouais, c'est ça, faut lui piquer ses punchlines. Voilà, c'était le petit jeu, et maintenant on va parler sérieusement de football. Là, vous faites connaître grâce à YouTube, grâce à Internet. Mais c'est quoi l'étape d'après Parce que vous n'allez pas faire des blagues sur YouTube à 50 ans. Ah, j'adore toujours autant cet extrait. Alors déjà, une question basique quand on parle de YouTube et de football. Quel genre de contenu qui parle de football sont disponibles sur la plateforme? Il y a un peu tout et n'importe quoi? Oui. C'est-à-dire que moi j'ai l'impression, bon, peut-être parce que je suis dedans, mais j'ai l'impression que le foot à chaque fois, c'est vraiment sur tous les réseaux sociaux, c'est un des sujets qui est le plus commenté, où il y a vraiment une communauté à chaque fois hyper forte. Sur Twitter, les soirs de match, c'est dingue. Ouais, mais tout le monde s'y met du coup, et c'est assez cool. Enfin, la Coupe du Monde, du coup, même des gens qui tweetent pas foot d'habitude, que je suis, se mettent à parler de foot. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois, sur chaque réseau, il y a une énorme communauté foot et qui est hyper complexe et hyper diverse. Donc sur YouTube, tu trouves évidemment les comptes officiels des clubs, où de plus en plus ils deviennent leurs médias, quoi. C'est-à-dire ils remplacent un peu ce que faisaient habituellement les médias avec des insights, des reportages, puisque de toute façon les médias n'ont plus accès à rien ou presque. Donc ils font ce que faisaient les médias, leur propre com, et les joueurs le deviennent aussi. Il y a les comptes officiels qui ont le droit, eux, de diffuser les images, c'est-à-dire les diffuseurs comme Bein, comme la LFP qui est aussi propriétaire, c'est-à-dire que quand on veut embedder dans un site des images d'un match, ça renvoie obligatoirement vers le YouTube. Par exemple, du championnat de France, ça renvoie vers le YouTube de la LFP. On peut même pas, enfin, ça sert à rien d'embedder dans un article parce que de toute façon, faut aller sur YouTube pour regarder. Donc, c'est des droits, les droits du foot, c'est vraiment très, très, très spécial. Et voilà. Et comme je disais, il y a aussi des joueurs qui commencent à devenir leurs propres médias. Notamment il y a une chaîne française qui s'appelle Bro Stories et qui produit pas mal de contenu avec des interviews, des petits jeux assez marrants. Un des actionnaires de cette chaîne, c'est Matuidi. Et donc voilà, en fait, par ça, ils arrivent à avoir des exclusivités avec des joueurs du PSG, notamment l'an dernier, il y avait Kimpembe, il y avait Meunier, etc. Et les joueurs ont tellement peur maintenant de la façon dont ils vont aborder les discussions médiatiques qu'ils préfèrent avoir directement la main dessus. Et on l'a vu aussi la semaine dernière avec Griezmann qui a dit oui, je reste à Atlético, c'est passé par la boîte de prod de Piqué, machin. Donc ça va être de plus en plus le cas, je pense, sur YouTube, où les joueurs limite vont avoir leur propre chaîne YouTube. Donc ça, c'est vraiment la parole faire plus des story time, ce genre de choses. C'est ça, leur vie. Mais à côté de ça, il y a aussi tout un tas de personnes non officielles qui ont envie de se marrer, qui ont envie de faire des compiles. Beaucoup de gens aussi du gaming foot. FIFA, PES, Football Manager, des gens qui... Enfin, nous, sur le site dont je m'occupe, on adore ça parce que les mecs, ils sont complètement tarés. Ils simulent 1000 ans de Football Manager pour voir qui sera Ballon d'Or, des choses complètement folles comme ça. Et les mecs, ils ont une audience énorme. Donc voilà, beaucoup de gaming, beaucoup de freestylers aussi, des nanas, des mecs qui tentent des skis, etc., qui entre eux se défient. Voilà, il y a une énorme communauté. Un vrai monde, un vrai monde.
Toi, David, tu regardes quoi? Comment tu perçois ce milieu-là? Ouais, bah, Lucie a bien fait le tableau. Effectivement, c'est une communauté qui est hyper diverse et qui d'ailleurs, même le terme de communauté s'applique pas forcément parce que justement, il y a même au sein de ceux qui parlent de foot ou qui font du foot sur YouTube, il y a beaucoup de gens qui se côtoient absolument pas. Et il y a aussi un autre truc sur lequel je voulais revenir, c'est au début de YouTube, justement, avant que les droits se structurent mieux. Il y a même un truc qui est rentré presque dans le langage courant du commentaire footballistique, c'est de dire lui c'est un joueur YouTube, en fait c'est un mec qui a des skills et on fait des compilations avec de la grosse techno qui tâche. Horrible. Et donc ce genre de vidéo devient de plus en plus rare alors qu'il y en avait vraiment énormément au début de YouTube et c'était vraiment ça le foot sur YouTube. Et puis maintenant, ça s'est lissé de plus en plus. Là, cette Coupe du Monde, il me semble que c'est la première fois que la FIFA met les résumés des matchs et les buts. Il me semble pas qu'il y avait ça en 2014. Oui, et c'est même quand tu tapes le nom du match sur Google, il te donne le lien le directement, score avec le lien de la vidéo. Un petit encart avec le score et la vidéo. Donc vraiment Google. C'était dingue de se dire directement. Quoi. Et en plus, c'est mis en ligne assez vite. Notamment parce que la FIFA gère mieux a plus le contrôle sur ses droits vidéo, par exemple par rapport à la LFP, où la LFP de toute façon il faut attendre les résumés, ça va être après minuit de la fin de la journée. Parce que ils ont vendu très cher les droits aux chaînes de télé, c'est pas pour les mettre sur YouTube direct. Bien sûr. Donc ça s'est un peu structuré comme ça. Et par exemple là sur la Coupe du Monde, le résumé d'Espagne-Portugal, il est déjà à plus de 30 millions de vues à peu près. Donc c'est voilà le contenu premium clairement à sa place sur YouTube. Et puis après il y a énormément de choses qui comme l'a dit Lucie, qui peuvent venir d'un peu de partout. Et en faisant un peu mes recherches en préparant l'émission, j'ai retrouvé qu'elle avait été la première vidéo à atteindre le million de vues sur YouTube. La pub Nike. Ouais, avec Roga Bonito. Voilà. Avec Ronaldinho. C'est une sorte de fausse truc de Ronaldinho qui jongle avec la transversale. Exactement. Mais d'ailleurs, en fait, il y a une espèce d'histoire de la pub des équipementiers globalement à chaque fois avant chaque Coupe du Monde qui est assez folle et ça doit être les vidéos dans le monde du foot qui sont les plus vues parce que il y a Nike, il y a Adidas, là il y a Beats, les casques Beats qu'on en fait une complètement folle de 8 minutes il me semble cette année et donc c'est des trucs où je sais pas, ils bossent pendant 2 ans limite ces pubs là, ils les mettent direct sur YouTube et tu en oublies presque. Roga Bonito c'est une statue dans le monde YouTube et du foot, quoi. C'est un élément hyper fort. Et oui, c'est ça. Et le premier joueur YouTube, on en parlait, c'était Ronaldinho, justement. Mais je pense que, mine de rien, parce que ça s'est un peu noyé, comme tu le disais, dans la masse des autres vidéos foot, mais les skills et les compiles, je trouve que ça existe encore beaucoup. Et je suis tombée tout à l'heure, justement, en préparant l'émission, sur des comptes qui a presque 1 million d'abonnés et qui font que ça. Et c'est même sur les matchs de la Coupe du Monde, c'est en ligne. Alors, je sais pas comment ça se passe niveau droit pour ces comptes-là, mais ils mettent les skills des joueurs. Alors, à chaque fois, ils mettent des tout petits passages, ça va hyper vite. Les actions sont pas terminées, donc je pense qu'ils s'en sortent comme ça. Mais il en existe encore beaucoup. Là, ça va devenir de plus en plus compliqué. Il y a normalement. Et pourtant, il y a même des compiles qui sont faites par des grosses chaînes. Enfin, il y en a qui sont meilleurs en montage et qui font des trucs assez sympas et qui ont des centaines de milliers, voire des millions d'abonnés. Clairement, c'est impossible qu'ils aient les droits là-dessus. Je regardais la chaîne, c'est Roga Bonito, je crois. Je crois qu'il y a 800 000 abonnés et cette chaîne-là, elle produit tous les jours une nouvelle vidéo. Il y a plein de vidéos. Il y a Messi versus CR7 avec plein de vidéos, les best skills de machin. Et c'est assez humoristique aussi, donc je pense qu'ils s'en sortent un peu comme ça. Avant de parler des vedettes non professionnelles du milieu, je voulais juste vous faire écouter ce que tu parlais, Lucie, de la chaîne du PSG. Ils ont fait à un moment des formats YouTube, vraiment des formats très très YouTube. Et ils avaient fait notamment une vidéo Tu ris, tu perds, où en gros, on s'était se raconter des blagues nulles. Et si celui en face rigole, il perd. Et donc il y avait notamment Kylian Mbappé qu'on va entendre, ou encore le fameux Adrien Rabiot. Voilà l'extrait. Pourquoi les vaches ferment-elles les yeux pendant la traite du lait? Pour faire du riz. Du lait concentré. Du riz concentré. C'est bien de rire à sa blague, c'est bien. Ah oui, ça vous fait un point, c'est bon.
Voilà, donc en termes de niveau humoristique, j'étais là à ce tournage. J'ai assisté à ce tournage. Donc en fait, c'était en partenariat avec des youtubeurs, les blagues de papa, un truc comme ça. Oui, c'est leur format. Voilà. Et alors moi, ça m'a mis extrêmement mal à l'aise. Et d'ailleurs, quand je réécoute, ça me met extrêmement mal à l'aise. Et les joueurs savaient pas trop à quoi s'attendre. Ils avaient pas. J'adore instaurer le malaise, mais là du coup, j'étais. J'aime pas y assister. J'adore l'instaurer, je déteste y assister. Et moi, et les joueurs étaient pas hyper à l'aise. Et enfin, moi, je trouve que c'est hyper surjoué parce que du coup, les mecs qui étaient là pour faire le truc relançaient, mais c'était pas hyper naturel. Donc bon, les joueurs sont pas des youtubeurs. Les youtubeurs peuvent être de bons joueurs, mais l'inverse, c'est pas toujours le cas. C'est vrai. Alors justement, pour vous, c'est qui les grosses vedettes actuellement de ces youtubeurs qui sont pas footballeurs forcément pro, qui sont pas dans le milieu du football professionnel, mais qui ont une vraie présence sur YouTube. On va garder Mohamed Eni juste après. Mais à part lui, qui sont les figures importantes selon vous? Alors, de mon point de vue, je pense qu'un des plus gros, donc il y a Céane Garnier, qui a, je pense, le plus d'abonnés dans le monde du foot. C'est un peu autre chose parce qu'à la base, il est freestyler, mais il a multiplié. Il a fait partie de la team S3. Je sais pas s'il y a encore. J'ai pas vérifié. Pardon, j'ai mal fait mon travail. Mais voilà, il y a énormément de freestylers, des mecs qui font des skills. Qui sont pas forcément très bons en foot en vrai mais qui savent faire des petits ponts comme personne, qui savent faire des petits ponts, qui s'affrontent dans des petits à chaque fois. Tu les retrouves dans les soirées des équipementiers où ils sont dans une toute petite cage, ils font des trucs de fou, et après quand ils sont sur un terrain parfois c'est un peu plus compliqué. Donc il y a Céane Garnier qui est un énorme personnage de cette sphère là, et il y a aussi Vince Sky en France qui est assez énorme. À la base il vient plus du gaming, puis il m'a un peu raconté donc du coup son histoire. Il avait lancé une compétition. Et puis pour l'animer, il avait décidé de faire des vidéos et ça a tellement bien marché qu'il s'est dit je vais en faire une chaîne YouTube et je vais l'animer. Et c'est vrai qu'il est hyper productif, il fait pas mal de partenariats, il est lié à aucune marque en particulier. Il m'expliquait qu'il prenait un peu ce qu'il y avait et ce qui lui correspondait le plus. Je trouve pas qu'il travestisse son ton ou sa ligne édito d'une vidéo à l'autre, et ils ont énormément d'abonnés, ils ont énormément de fans, c'est des stars quoi. Quand ils arrivent dans des soirées, c'est des stars, c'est un truc fou. Ouais, parce qu'en fait les qualités en tout cas dans la sphère freestyler, c'est d'une part être un bon freestyler, mais aussi surtout bien produire ses vidéos et rendre le truc sympa. Avec et avoir une musique, personnalité, des plans de fou. Et du coup pour les amateurs entre guillemets, je veux dire ceux qui sont pas les institutionnels, les clubs, les fédérations, etc. En fait, ceux qui, pour exister sur YouTube, sur le foot, il y a clairement la question du contenu qui se pose. Et du coup, typiquement, le freestyle, c'est un contenu que tu peux faire qui est visuel et qui demande pas de droits spécifiques. Une autre sphère qui est importante, c'est la sphère FIFA de gaming, où il y a, et qui souvent en fait, donc c'est un peu à part quand même. Elle est à part elle est à part de tout parce qu'elle est à part du gaming. Il y a très peu, souvent les youtubeurs gamers vont parfois faire une petite partie de FIFA dans leurs vidéos, mais c'est pas leur truc. Et en fait, les youtubeurs FIFA finalement font énormément de contenu, et c'est facile de faire parce que tu filmes ton écran et donc tu peux vraiment alimenter très régulièrement en faisant des matchs. Ils vont faire ce qui a aussi dopé les vidéos YouTube sur le FIFA, c'est le mode FIFA Ultimate Team, où il y a aussi les packs opening, toutes les choses comme ça, où alors, ils se mettent énormément en scène en ouvrant des packs de cartes de joueurs. Et en fait, ces youtubeurs-là, ouais, c'est un peu ça. Non, mais c'est exactement le même principe. Et ces youtubeurs-là, en fait, comme ils ont réussi à rassembler une audience de gens qui s'intéressent aux jeux vidéo, mais qui s'intéressent aussi spécifiquement au foot, on va les retrouver dans des opérations de marque, à faire des vlogs sur... pendant l'Euro, il y avait énormément de youtubeurs fut qui étaient invités au match et qui faisaient leurs petits vlogs, etc. Qui vont aller... j'ai vu, je crois, Psycho17, qui est un youtubeur surtout FIFA, qui était invité par Belin pour rencontrer l'équipe de France et ce genre de trucs. Mais... Ouais, franchement, donc moi je travaille pour un média, donc c'est hyper frustrant. On se rend compte que maintenant les youtubeurs, ils ont plus d'accès, limite, aux stars, grâce à des partenariats marques que les médias. Et par exemple, je parlais de Vince Sky, il y a quelques mois, il était chez Cristiano Ronaldo pour tourner un contenu avec lui. Une vidéo avec sa mère et sa sœur, c'est ça? Non, il faisait des petits défis foot avec lui dans le jardin de Cristiano Ronaldo. Et voilà, c'est vrai qu'ils ont beaucoup d'accès comme ça avec des équipementiers, et les youtubeurs, c'est vrai que c'est
leur cible, c'est les acheteurs potentiels des équipementiers. C'est des jeunes qui kiffent le foot et qui vont acheter des maillots et des crampons avant la Coupe du Monde. Donc, c'est tout bénef pour les marques de faire appel à eux. Et on va en reparler juste après, mais là, il faut qu'on évoque donc, la figure de Mohamed Eni. Je vais juste vous faire écouter rapidement l'intro à peu près qu'il fait à toutes les vidéos. On rentre dans le tas direct, quoi. Bonsoir Adam, muchacha, pour ceux qui me connaissent pas, vos grands-mères les autruches, qui jouent en Autriche, on est en finale, oh. Les amis, on les a bu ces canettes, c'est plus le Red Bull, c'est le Pitbull, ils sont chiés, oh là, on est en finale, on est en finale, on est en finale. J'aime bien parce que j'ai pas mis le contexte de la vidéo avant, j'ai pas expliqué. Donc c'était après la qualification de l'OM en finale de la Ligue Europa. Et donc en gros on l'entendait se verser du Red Bull sur la tête et il allait sauter quelques instants après dans l'eau. Donc moi je le suis de près sur Twitter. Quel courage. Ses tweets à chaque fois, il a des milliers de likes, de retweets. Les gens ils font Mohamed Eni c'est un fou, wow, il est dingue. Et moi je comprends pas. J'ai l'impression d'être un vieux con un peu, mais je comprends pas. Ces vidéos j'ai un peu de mal à les regarder parce qu'il a un ton très particulier. Il est dans l'insulte, il est pas toujours cohérent. Donc je sais pas, voilà. Je trouve qu'il en fait trop. Alors moi je me pose une question. Et alors donc ça c'est un vrai débat qu'on a au bureau depuis quelques temps, c'est déjà est-ce qu'il écrit ou pas. Donc il y en a qui disent non il improvise tout, et il y en a d'autres qui disent non regarde, quand tu regardes, il regarde un peu sur la droite, donc je pense qu'il a écrit son texte. Mais en même temps il met en ligne les vidéos tellement vite après les matchs que c'est difficile de se dire qu'il écrit. Mais moi je trouve qu'il surjoue quand il casse sa télé, quand il saute dans l'eau. Enfin c'était sûrement marrant au début, c'était peut-être naturel, mais maintenant je pense qu'il faut le prendre je connais des gens très bien qui adorent, hein. Donc je me dis qu'ils doivent le prendre au millième degré. Ouais, c'est comme Kenny rate son ramadan, c'est au bout d'un moment, c'est ce genre de format vidéo, c'est un peu usé, on le regarde, voilà. Mais je pense qu'il faut regarder pour se marrer plus que pour avoir de... Ouais, mais tu vois, par rapport à The Kairi et compagnie, je trouve ça un peu surécrit, justement. C'est-à-dire que ce que tu disais, enfin même ce qu'on vient d'écouter, c'est un poète, hein. Clairement. Vos grands-mères les autruches, qui vivent en Autriche. Qui jouent en Autriche. Là, c'est un mot d'auteur, c'est magnifique. Mais il faut écouter un truc qui est très drôle, c'est une compile de toutes ses intros. Et ça, moi, c'est le seul truc que j'ai regardé. Et c'est quand même assez incroyable. Je vais prendre du Dafalgan à côté, parce que c'est pas possible. Moi, j'arrive pas. Simplement, j'ai une question générale par rapport à ça, parce que si on compare aux autres sphères de youtubeurs, gaming, humour, etc., ces youtubeurs footeux, eux, ils font pas vraiment de collaboration avec des youtubeurs plus connus, plus mainstream, etc. Lucie, toi, comment t'expliques ça ? J'ai l'impression qu'ils sont vraiment un peu à part Was Freestyle, qui lui en fait de temps en temps, qui est un peu entre les deux mondes, mais sinon j'ai l'impression que c'est assez... y a un mur, quoi. Je pense que, justement, j'ai demandé aussi à certains youtubeurs que je connaissais, et je pense qu'ils sont peut-être dans un espèce de faux complexe d'infériorité, qui est un peu... Enfin, c'est toujours un peu le foot, ça, je trouve. Moi, c'est... Non, mais nous, on est le foot, on est vu un peu comme un sport de beauf, donc du coup, on n'a pas envie de se faire accepter auprès des autres. Tant pis, on reste dans notre coin. Alors, je sais pas si c'est ça ou pas, mais je sais que Vinsky, par exemple, m'a dit non, c'est vrai qu'on reste un peu dans notre coin parce que les autres youtubeurs, notamment humour, ont pas forcément envie de parler de foot, ils aiment pas forcément ça, et voilà, mais peut-être que ça va arriver. Et puis, c'est vrai qu'ils sont pas non plus énormément les youtubeurs foot. Donc, et puis, c'est vrai que c'est compliqué, je pense, de trouver... un format qui compile les deux. Alors, moi, je suis pas mal Boomé Samana, je crois. Et c'est vrai que lui, par exemple, il fait des formats où il doit faire des skills. Il affronte des gens dans des skills. Donc, soit c'est ses abonnés ou soit c'est d'autres personnes. Il l'avait fait avec des joueurs. Il l'a fait notamment avec Hakim Djemili. C'est vrai qu'il est pas dans le foot uniquement. Donc, peut-être qu'il y aura des ponts comme ça avec des gens qui aiment le foot, qui vont venir dans des formats qui leur ressemblent moins. Alors, c'est vrai qu'on voit moins les youtubeurs foot traîner avec des youtubeurs gaming, humour, mais on les voit beaucoup traîner et faire des vidéos avec des footballeurs. Et là, on va écouter, et on t'en parlait tout à l'heure, Vinsky qui s'est rendu chez Cristiano Ronaldo, dans le jardin, où Cristiano Ronaldo, il a un petit terrain rien que pour son fils, pour jouer à la baballe, etc. Donc voilà, c'est un petit extrait de cette rencontre. Hi Ronaldo. Hello. Thank you very much to invite me in your house. I propose you to begin with a crossbar challenge because I did one with your friend Sergio Ramos and I won. Well, I don't know.
I don't know with you. It's going to be maybe more difficult because you are a striker. Let's go. Let's see. Et donc après, ils font des petits duels, ça arrive, il y en a plein qui font ça. Ronaldo, au final, je crois, il a fait plein de vidéos avec des youtubeurs français qu'il connaissait pas forcément. Et c'est parce que derrière, donc il y a des marques qui les font se rencontrer. On va y revenir juste après. Mais selon vous, les youtubeurs, et on en a un petit peu parlé, mais les footballeurs, par exemple, comment ils voient ces youtubeurs, c'est quoi? C'est une curiosité? Est-ce qu'ils en regardent? Ouais, les footballeurs, ça reste des jeunes en fait qui ont entre 20 et 30 ans. Je pense qu'ils regardent YouTube. On sait qu'ils jouent à Fortnite et qu'ils passent beaucoup de temps sur leur téléphone à un peu s'ennuyer. Donc clairement, je pense qu'ils. Alors après, il y a très peu de chances que Cristiano Ronaldo connaisse des youtubeurs français. Ouais. Enfin, ils vont regarder des trucs dans des langues qu'ils comprennent, mais je pense qu'ils se connaissent. Il y a un certain nombre de youtubeurs, notamment FIFA, notamment Freestyle, qui disent et qui racontent qu'ils sont potes avec tel ou tel joueur qui joue dans tel club, qui se sont déjà rencontrés, qui se voient, etc. Donc ces liens, cette transversalité entre les vrais pros et les youtubeurs, moi, elle me paraît assez naturelle. Alors qu'à l'inverse, moi j'aurais peut-être une autre théorie que ce que disait Lucie tout à l'heure, c'est finalement en fait il y a déjà tellement d'audience et tellement d'intérêt pour le foot qu'en fait ils n'ont pas trop besoin, peut-être par rapport à d'autres catégories de youtubeurs, d'aller chercher des collabs en fait qui vont pas leur apporter beaucoup plus d'audience ou de communauté, parce que les gens qui cherchent du foot, ils savent où le trouver, quoi. C'est pas, tu passes pas de Enjoy Phoenix à Vinsky ou même moi, de McFly et Carlito à Vinsky. Donc du coup il y a ça qui me paraît qui me paraît assez logique, et après clairement il y a les marques au milieu de ça qui vont mettre les gens en relation, mais pour avoir vu pas mal typiquement sur FIFA, où là il y a une marque au milieu du truc, mais aussi un contenu et un jeu. Énormément de footballeurs jouent à FIFA. Oui. Ils sont très contents d'aller faire des parties avec des youtubeurs et d'en parler et de passer des moments autour du jeu, parce qu'ils aiment le jeu, parce que EA Sports fait en sorte de bien traiter les footballeurs et de les solliciter pour qu'ils apportent du contenu, qu'ils réagissent quand leur nouvelle carte sort, etc. Donc voilà, il y a très souvent quand même les sponsors au milieu de la problématique, mais c'est normal que tous ces gens cohabitent. Voilà, justement, Lucie, donc t'en parlais un petit peu tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça se passe? Est-ce que ma première question, c'est à quel point les youtubeurs football sont des relais importants pour les marques, et est-ce que entre un footballeur et un youtubeur football, qu'est-ce qui est le plus intéressant? Est-ce que c'est les deux ensemble? Est-ce que c'est l'un plutôt que l'autre? Ouais, je pense que en fait l'audience comme je disais tout à l'heure, l'audience des youtubeurs, elle est énorme. Et maintenant, les marques dans n'importe quel domaine, quand elles vont chercher des influenceurs, elles vont passer par des agences, et les agences, dans tous les domaines, elles vont donner des noms de youtubeurs qui font énormément de vues, et qui ont énormément de fans, et qui offrent une belle visibilité. Donc je pense que les gros équipementiers, c'est ce qu'ils vont aller chercher des youtubeurs qui ont une communauté hyper jeune, plutôt masculine, et qui va une communauté, parce que le foot c'est quand même un des sports les plus pratiqués en France, donc c'est hyper simple d'aller trouver des mecs qui tous les 6 mois vont racheter des crampons et vont acheter 3 maillots par an. Mais là maintenant il y a beaucoup de footballeurs, ils sont devenus eux-mêmes influenceurs, ils ont un pouvoir d'influence et ils touchent souvent encore plus de monde, ils ont des millions d'abonnés. Ça se joue à quoi la différence? C'est la proximité avec le fan? En fait le problème c'est que les footballeurs ils sont quand même énormément demandés, et c'est compliqué aujourd'hui de faire des choses avec eux. Moi pour travailler parfois avec quelques marques, ils ont beau avoir des joueurs sous contrat, le joueur ils vont avoir accès à lui tous les 6 mois 1 heure. Et pour ça ils doivent faire un shooting, ils doivent le faire poser pour de l'Insta, pour du Snap, pour du Facebook, et à côté de ça quand il faut activer des partenariats avec des youtubeurs, c'est hyper compliqué. La fois où Vinsky avait rencontré Cristiano Ronaldo, il y avait d'autres youtubeurs ensemble, et ils ont dû passer 1 heure à 8 youtubeurs à le rencontrer. Ça va hyper vite, donc les marques elles peuvent pas utiliser uniquement leurs athlètes, parce que c'est hyper compliqué à activer. Puis les athlètes ils sont sous contrat avec
d'autres marques également. Donc ça dépend des contrats. Et puis ils ont des obligations. Enfin, les youtubeurs, les footballeurs, pardon, lapsus révélateur, ils ont très peu de vacances, ils ont très peu de temps libre. Au final, ils sont pas si libres que ça. Ils sont en contrat avec les clubs, ça leur demande énormément de temps. Donc c'est compliqué d'activer des choses avec eux. Et je pense que au-delà des médias qui ont parfois des communautés, une audience plus âgée, c'est plus intéressant directement pour les agences et pour les marques d'aller chercher l'audience jeune là où elle est, c'est-à-dire aujourd'hui sur YouTube, donc faire une activation avec des youtubeurs, surtout qu'il y en a de plus en plus, donc c'est plus facile au niveau de la rémunération, je pense, de dire lui il demande peut-être un peu moins. Enfin, c'est hyper simple, je pense, pour une marque de se dire on va aller chercher un youtubeur. Si on peut, on le fait rencontrer le footballeur, c'est tout bénef pour nous. Mais sinon, rien qu'avec sa cible, ça va être hyper simple de trouver. En plus, lui, il a déjà un format. En général, les youtubeurs ont déjà un format. Donc, la marque n'a pas à se casser la tête pour réfléchir à quelque chose. Donc, voilà, c'est tout le travail que faisaient avant les agences et les publicitaires des marques. C'est les youtubeurs maintenant qui le font. Et effectivement, la question du format et de la manière dont le produit ou la marque va être éditorialisé a une importance. C'est-à-dire que les footballeurs, ils sont nombreux à avoir une très grosse audience, mais plutôt sur des réseaux type Instagram, où pour le moment, leur contribution, les productions de contenu qu'ils vont faire, c'est des trucs très éphémères, genre un truc dans la story. Cristiano Ronaldo qui fait la pub de Cristiano Ronaldo. Ouais, ou même, tu vois, il y a un exemple récent, pas mal de footballeurs ont reçu genre le masque de la Casa de Papel avec Netflix, etc. Ils le mettent dans leur story, ça contribue à la promo du truc, mais c'est un contenu qui est moins engageant qu'une vidéo de youtubeur qui va durer 15 minutes et qui explique mieux le truc, etc. Donc, en fait, tu obtiens des trucs différents et qui sont assez complémentaires, je pense. Et au niveau de, justement, là, ce partenariat sur la Casa de Papel, moi, je l'ai pas trouvé hyper naturel. C'était pas la première fois que cette marque faisait des partenariats avec des footballeurs. Alors qu'avec des youtubeurs, parfois, c'est beaucoup plus naturel. Parce que notamment ceux qui font des skills ou du freestyle, quand ils font leurs vidéos, on voit que leurs équipements, on voit que ça, on voit que les ballons, on voit que les crampons, que les maillots. Donc quand tu es une marque et que tu vois ça, tu te dis c'est tout bénef pour eux de le faire travailler pour nous, parce que de toute façon la vidéo, on verra que notre logo. Donc qu'il y ait le footballeur ou pas, du moment qu'il y a la marque, je pense que le youtubeur, c'est vraiment le publicitaire parfait en fait pour les marques. Oui, et Vinsky, on voyait très bien la marque Nike qui était bien présente, on filmait les chaussures, etc. Je vais vous faire écouter juste un extrait d'une vidéo de Céane Garnier où en gros il racontait un petit peu les coulisses d'une pub énorme avec Adidas où il y avait plein de stars de foot. Voici ce qu'il racontait un petit peu entre deux jongles. We are actually working on a crazy move, which is I'm gonna play with the ball in the rope, so I'm gonna do the double Dutch ball, man. It's crazy in the commercial of the World Cup. You imagine that? You guys know I like challenge, and actually I have to film a scene in the commercial, and I'm not really comfortable with the scene because I cannot do it in the real life. So what I'm gonna do now is rehearsal with the boys and try in some time to get the perfect shot for the commercial. If I do it, you have to give a thumbs up. Let's go. Voilà, donc j'ai fait une mini-coup parce qu'entre-temps, on le montrait en train de répéter et c'est vrai que le résultat final est très très quali. Avant de finir avec ce sujet-là, il y a un dernier point que je voulais aborder avec vous qui me semble important, notamment avec l'actualité des droits du foot récente. Donc YouTube va diffuser des matchs du championnat brésilien. Ce qui peut paraître un peu bizarre, étrange, si on est habitué à Canal qui diffuse, puis beIN Sport, ce genre de choses. On en parlait avant l'émission, c'est Amazon qui essaie de récupérer aussi qui a récupéré à partir de 2020 20 matchs de Première Ligue qui vont diffuser sur Amazon Prime Video. Voilà, c'est quelque chose qui semble assez dingue. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il se passe vraiment quelque chose dans la redistribution des diffusions des matchs selon vous ? YouTube a une carte à jouer là-dessus ? Oui. Pour moi, plus qu'une carte à jouer, c'est un diffuseur logique et naturel, pas seulement pour le foot d'ailleurs, sur le sport en général. Je suis tombé, je crois, le week-end dernier sur la finale des championnats de France de difficulté, c'est de l'escalade, qui était en direct. Et ça aurait jamais pu passer sur même l'équipe 21. L'équipe 21. Peut-être s'ils avaient un créneau. Mais donc c'est marrant, donc j'ai regardé ça un petit moment et je trouve ça hyper cool, notamment pour les sports justement moins exposés que le foot. C'est maintenant, on peut assez simplement diffuser dans le monde entier en très bonne qualité des événements sportifs. Et après, pour ce qui est les événements sportifs les plus chers, les plus premium,
clairement, je pense que YouTube va commencer à se positionner dessus parce que c'est ça qui fait venir avec un peu de certitude l'audience. Donc le problème, c'est que ça coûte vraiment très 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 cher. Donc il faut YouTube fait pas non plus énormément d'argent par rapport au contenu qu'elle offre. Enfin, c'est pas encore un modèle. Il faut un peu roder à la fois le modèle publicitaire et puis aussi, on en a déjà parlé plusieurs fois dans nos tubes, il y a les modèles d'abonnement qui sont en train d'être testés par YouTube. YouTube Red, YouTube Premium, etc. Mais je pense que tant mieux pour les jeunes qui nous écoutent, ils vont se réjouir de tout ça parce que justement c'était un peu l'actu ces derniers temps dans les droits de diffusion, les redistributions de droits de diffusion dans le monde du foot, et ça commence à être la foire en France, c'est-à-dire que la Ligue des Champions qui était historiquement sur Canal puis sur beIN, elle est passée du côté SFR. La Ligue 1, elle est plus du tout chez Canal à partir de l'année prochaine, elle sera chez beIN toujours un peu, mais surtout chez un nouveau média que personne ne connaît en France qui s'appelle Mediapro. Donc c'est un peu obscur tout ça, mais Mediapro, justement, c'est le diffuseur qui va permettre la diffusion de ce fameux championnat brésilien sur YouTube. Donc à voir comment ça va se passer en France. Là, ils ont dit pour l'instant qu'ils allaient créer une chaîne, mais ça se trouve, ça va être une diffusion également sur YouTube ou une diffusion sur Internet et disponible au plus grand nombre, parce que là justement avec ça, la multiplication des chaînes, etc., il y a une multiplication des abonnements et tout le monde ne peut pas se le payer. Donc si YouTube commence en ayant trouvé un bon format de rémunération, etc., ça peut faciliter les diffusions et l'accès au plus grand nombre des matchs, parce que là il y a plein de jeunes qui n'ont pas d'abonnement, les parents n'ont pas envie de s'abonner, qui ne peuvent pas regarder de foot. Je trouve ça toujours un peu dommage. En attendant, si on peut avoir d'autres moyens comme YouTube hyper facile de regarder partout, ce serait génial. Avant de terminer l'émission, on va passer à la dernière petite partie, les recommandations. Vous êtes youtubeur, c'est-à-dire à la fois auteur, acteur, réalisateur et diffuseur. Vos fans, vous pensez qu'ils vont acheter un livre de vous? S'ils achètent un livre, vos fans, c'est un tapis de souris pour eux. Alors comme d'habitude, on essaie de recommander une chaîne qui mériterait 10 millions d'abonnés environ. De façon, des fois, je pense qu'on peut troller des fois éventuellement ou recommander des contenus un peu différents. Tu prépares ta propre recommandation. Ah non du tout, là en plus je suis vraiment premier degré après. Lucie, toi, quelle chaîne t'as envie de recommander? Moi j'ai un ami qui s'est lancé il y a pas très longtemps, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est Boomé, et qui a pas énormément d'abonnés, qu'on a un peu plus de 30 000 je crois. Il s'est lancé il y a pas longtemps et il m'a raconté qu'il voulait vraiment s'inspirer, pas uniquement d'autres youtubeurs foot, il s'inspire de ce qui se fait un peu en culture, un peu en humour, etc. Et je pense qu'il mérite, il lance des petits défis à plein de gens différents, et lui il est très doué techniquement, donc c'est vrai que, parce qu'il y en a qui le sont un peu moins, lui pour le coup c'est un vrai bon joueur de foot pour l'avoir vu évoluer, et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et j'en avais une autre, mais du coup elle en a quand même pas mal beaucoup, c'est parce que j'aime beaucoup le YouTube foot anglais, on en a pas vraiment parlé, mais il y a des gens vraiment fous qui écrivent des hymnes pour des joueurs inconnus, etc. Et il y a une chaîne qui est un peu spéciale qui s'appelle 442, je sais pas si tu connais, qui refait des matchs ou des espèces de parodies en cartoons, et c'est hyper marrant, hyper mignon. Il y a déjà pas mal d'abonnés, mais voilà, si vous êtes fan de foot et que vous aimez bien vous marrer, c'est hyper léger, c'est hyper sympa à consommer. Il y a un peu le même concept pour des matchs de basket façon Game of Thrones, si je me souviens bien, c'est assez rigolo. David, toi? Moi du coup j'avais pensé à j'ai deux recommandations et assez institutionnelles en fait. La première, c'est une institution de la télé sur le foot. Touche pas à mon poste. Non, c'est Téléfoot qui je trouve hyper bien réussi sa transition numérique. Enfin, ce qu'ils font sur YouTube, ils font un format quotidien avec des jeunes journalistes qui est très complémentaire de ce qui passe à l'antenne le dimanche depuis des années. Et je trouve ça vraiment plutôt pas mal. Ils ont bien intégré les codes de YouTube, etc. Donc évidemment avec des moyens et avec l'accès aux joueurs et à pas mal de formats. Et l'autre truc que je suis en particulier pendant la Coupe du Monde, c'est la chaîne de la Fédération française. Et en fait, ça c'est intéressant parce que j'ai fait un peu le tour des autres fédérations pour voir ce qui se faisait. Et en fait, il y a vraiment
pas beaucoup d'équipes nationales qui ont un contenu aussi riche et aussi régulier. Alors en fait, d'après ce que j'ai compris, il y a un mec, Guillaume Bigot, qui fait beaucoup d'images, qui fait partie du staff de l'équipe de France et qui fait toutes les images. Et il est sûr. Alors moi, je suis passionné par suivre dans le bus et dans les avions, regarder ce qui est. Il regarde les tuches. Qui regarde les tuches et la Casa de Papel. Tu regardes ce qu'il regarde. Tes tweets sont très très bons. Et avec quel club il joue à Football Manager? Eh oui. Et donc je trouve ça, on est arrivé dans une ère de l'image où malheureusement, je pense qu'on n'aura plus jamais un truc aussi riche que Les Yeux dans les Bleus à l'époque, où on a vraiment l'impression d'être au cœur de l'équipe et de savoir tout ce qui s'y passe. Mais il y a quand même un truc où en stalkant un peu ces images-là, tu vois les rapports entre les joueurs, et ça me plaît pas mal. Et vraiment, c'est ce qui est fait à l'étranger. Enfin, il y a après sur la fédération anglaise fait des prods intéressantes, etc. Mais très peu ont cette approche, d'être au cœur du groupe et de montrer des images comme ça. Alors moi j'ai fait une recommandation de Footix, c'est-à-dire je n'ai pas du tout parlé de foot, on ne s'était pas concerté avant, sinon j'aurais peut-être fait un effort. Moi j'ai parlé de linguistique tout simplement, avec la chaîne Linguisticae, donc c'est lancé par un jeune homme qui s'appelle Romain, qui est diplômé dans la matière, et en gros il m'a vraiment appris à faire la paix avec mes études de lettres modernes. Ça m'a vraiment réconcilié avec le signifiant, le signifié, Ferdinand de Saussure, blablabla, blablabla. Et dans ces vidéos il parle du sens concret de certains mots, de certaines expressions. Il rebondit également sur l'actualité, notamment quand on a beaucoup discuté sur l'écriture inclusive. Et il a vraiment apporté des éléments qui, je trouvais, dans le débat, amenaient vraiment une réflexion très très intéressante. Et puis voilà, il propose aussi des séries sur l'espéranto, etc. Enfin, pour moi, c'est vraiment une des meilleures chaînes actuellement. Et voilà, je vous conseille vraiment d'aller vous abonner. Merci à nos chroniqueurs Lucie et David, à Binge Audio et à Charlène à la réalisation. Vous le savez, vous pouvez nous joindre sur Twitter et surtout parler de ce podcast autour de vous s'il vous plaît, s'il vous amuse, s'il vous divertit. Vous pouvez le liker sur SoundCloud ou sur Apple Podcast. Je vous souhaite une très bonne journée, une bonne Coupe du Monde à ceux qui la regardent et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Allez les Bleus. Salut. Binge Audio. Podcast. Salut, c'est Victoire Tuaillon. En attendant le prochain épisode de NoTube, je te propose d'écouter Les couilles sur la table, mon podcast consacré aux hommes et aux masculinités. Dans le cinéma, dans la littérature, on présente toujours l'homme noir comme celui qui va venir satisfaire la gendarme blanche. On a tellement peur que les hommes prennent le pouvoir sur le corps des femmes qu'on leur dit c'est pas votre problème et que du coup toute la responsabilité de la contraception et d'une grossesse non prévue repose sur les épaules de la femme. On est stigmatisé quand on a un trop gros sexe, on est stigmatisé quand on en a un trop petit. En fait, ça les rend dingues, ça les rend fous. Les couilles sur la table, à retrouver un jeudi sur 2 sur binge.audio et sur toutes les applications de podcast.